Papa, Hmm. le prof de MC nous a dit qu'on vit dans un pays libre parce qu'on est dans une république. Et alors? Je lui ai répondu qu'en Iran aussi c'était une république. Ah, il a répondu quoi? 3 heures de colle. Bonjour, il n'échappera à personne que la notion de république est devenue un véritable leitmotiv dans le discours public, étant répétée sans cesse et par chacun comme un slogan creux, signe certainement manifeste de la disparition de cette dernière. Bah oui, si tu te sens obligé de constamment dire en fait à ta moitié, mais tu sais, mais moi je t'aime, mais je t'aime, ah je t'aime, mais t'as conscience que ça sent le sapin, ça sent la fin cette affaire. C'est beau l'énergie du désespoir. Devenu même un adjectif pouvant qualifier à peu près n'importe quoi, la République semble se définir par des idées, des discours, des partis, des modes de mobilisation qui peuvent ainsi perdre ou gagner le statut de conformité à l'idée de République. Cette qualification est tellement dévoyée que le vêtement lui-même, selon les affaires, des voiles, des abayas, des crop tops, des uniformes, est désormais sommé de correspondre à l'idéal d'une tenue républicaine. Papa, Ouais. t'as pas vu mon crop top bleu blanc rouge? La notion de république devient un totem, c'est-à-dire une fonction symbolique et magique pouvant, par pression sociale, conformer un groupe à des représentations et usages. Une sorte de stratégie politique permettant d'exclure des individus jugés communautaristes ou encore des oppositions considérées, elles, comme en dehors de l'arc républicain. Quand tu vois que l'archer, c'est déjà pas une flèche, l'utilisation dévoyée d'un terme ne supprime évidemment pas le sens originel qu'il pouvait avoir. Alors à quoi faisons-nous référence quand nous parlons de république? Quelle est la définition de ce mot devenu un véritable principe politique? Qu'est-ce que cette res publica, cette chose publique? Est-ce le bien commun qu'il faut opposer à l'intérêt privé? Est-ce un type de régime à opposer à d'autres modèles comme les monarchies? Est-ce un modèle de souveraineté indépendant du régime qui s'y incarne? Est-ce un modèle politico-social se démarquant tout à la fois du libéralisme et du communisme? Jamais on ne pourra comprendre quels sont les éléments de la chose sur laquelle on discute si l'on a d'abord compris ce qu'elle est. Ainsi, nos recherches portant sur la République, voyons d'abord quel est cet objet que nous cherchons. Dans notre culture, le terme de République est d'abord et avant tout le titre d'un ouvrage majeur de philosophie politique de Platon. Et là, direct, on envoie du lourd. Cherchant à définir la justice, il se trouve contraint d'interroger la vie politique des hommes qui dépasse la seule organisation sociale du travail pour prendre la forme d'une structure juridico-politique réglée par des lois. Ne parvenant à survivre seuls, les hommes sont contraints par nature et raison de diviser le travail. Mais une telle organisation qui n'en finit pas de grandir n'est fonctionnelle et achevée qu'à la condition de structurer une justice avec des gardiens et un ensemble de lois qui viennent pérenniser et élever ce qui n'est qu'un ensemble confus d'intérêts particuliers au rang de bien commun. La République est ainsi cet espace commun de normes artificielles, ce que l'on nomme le politique, c'est-à-dire cette conscience d'un bien commun à construire, autour de laquelle il y a potentiellement dissensus, mais qui demeure l'horizon qui donne du sens au débat. Ah oui, si on s'engueule en politique, c'est bien parce qu'il faut qu'on gère un truc ensemble. Voilà, c'est ça, sinon on discuterait même pas. Donc finalement, on est au moins d'accord sur un truc. Mais Platon pense-t-il que toutes les normes se valent? L'ouvrage ne décrit pas seulement un espace juridico-politique, mais une cité idéale dont les lois, pour être fonctionnelles, doivent se conformer à la vraie nature des choses. Il existe plusieurs modèles de cité ratés, mais un seul idéal normatif qui corresponde à la véritable finalité visée par l'ordre politique. Donc la République, c'est un espace de débat. Mais en fait, il n'y aura pas de débat. Il est quand même vachement moderne, Platon. En conséquence, la République est dès le départ une idée ambiguë. Elle est à la fois un espace de création libre de normes séparées de la nature et l'imposition d'une norme unique, absolue, correspondant à notre nature. Alors on peut dire que ça commence bien. Quelques siècles plus tard, la question ressurgit sous la plume de Cicéron.
qui s'interroge, lui, non sur l'idéalité, mais sur la réalité politique à laquelle il participe. Qu'est-ce que la République romaine? La chose publique est la chose du peuple. Le peuple est origine et finalité de la République, c'est-à-dire le maître étalon qui permet de juger de la qualité de l'organisation politique. La loi est ce qui fait qu'un peuple n'est pas un simple rassemblement d'individus, elle est principe d'unité du corps. Mais les lois ne sont légitimes qu'à la condition qu'elles visent le bonheur du peuple. C'est ce qui sépare les républiques des régimes monarchiques, où le pouvoir appartenant à un seul ne garantit pas qu'il soit utilisé pour le bonheur de tous. Je sais pas pourquoi, mais je sens que quelques siècles plus tard, ça va donner des idées à certains, ça, hein, pour raccourcir les problèmes. Toutefois, si le peuple semble être le fondement de la souveraineté, on notera qu'il ne doit pas être le souverain. Et là, je leur ai dit, la République, elle appartient au peuple. Et les mecs m'ont cru. Bon, sinon, on fait quoi de la plèbe? La souveraineté est au-dessus du peuple qui n'en dispose pas. Il ne doit pas se gouverner lui-même. Nouvelle ambiguïté fondée sur une confusion des termes de loi, de peuple et de souveraineté. Non, mais faut pas critiquer. Les mecs, c'est des penseurs, tu vois. Ils pensent. Cette ambiguïté se cristallisera durant le Moyen-Âge autour d'une opposition entre deux acceptions de l'idée de république. Premièrement, par république, nous pouvons entendre les républiques indépendantes en Italie ou en Hollande, où sont intégrés suffrage et représentativité, c'est-à-dire des structures politiques où la loi se fonde sur le consentement, et qui ne vont d'ailleurs pas sans une justice égalitaire. J'adore Venise. Et deuxièmement, par république, nous pouvons entendre les grands États monarchiques, comme la France, où au nom de l'unité et de l'indivisibilité, le pouvoir doit se réunir en la personne d'un seul qui incarne la souveraineté. C'est sûr, c'est tellement plus simple quand il n'y en a qu'un seul qui décide. Au moins le pays, il n'est pas divisé, quoi. À moins que tu aies un monarque complètement schizo. La notion de république est donc au début de la modernité une notion problématique, puisqu'on peut penser sous ce même terme deux régimes antithétiques. La question qui se pose est donc celle de savoir, mais comment unifier les concepts de souverain et de peuple? Alors oui, bonjour, vous héritez en fait d'un rond carré. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut bien servir? On n'en a aucune idée, mais vous vous démerderez avec les gars. Les modernes sont donc confrontés à un problème, celui de définir précisément les liens entre le pouvoir souverain et le consentement populaire. Montesquieu, fasciné par la monarchie constitutionnelle issue de la Révolution anglaise, voit dans la division du pouvoir l'élément fondamental d'un état de droit. Le pouvoir étant corrupteur par nature, nul ne doit le posséder exclusivement, c'est-à-dire que le législatif et l'exécutif doivent être en concurrence l'un contre l'autre pour s'annihiler eux-mêmes. Selon cette idée, donner les pleins pouvoirs au peuple n'est donc pas sans risque. On a confondu le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple. Distinguant trois types de régimes, despotiques, monarchiques et républicains, la République est une structure étatique de type démocratique dans laquelle le peuple exerce directement ou indirectement tous les pouvoirs, ce qui n'est pas sans danger. De toute façon, Montesquieu, il considère que le peuple, il est de toute façon trop stupide pour décider. C'est marrant, il me semble bien avoir entendu ce genre d'argument en 2005. Tu sais, pour le référendum, où le peuple, il a dit non, et les mecs ont décidé que finalement c'était oui. Mais la République est-elle véritablement un régime politique? Le père fondateur de la République française, Rousseau, écrit « J'appelle donc République tout État régi par des lois sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain. » Parler de république, c'est parler de choses publiques, c'est-à-dire de la façon dont la loi souveraine est produite, non pas de la manière dont elle est appliquée. La République est une affaire de gouvernementalité conforme à la souveraineté populaire et non un type de régime.
Une monarchie, ainsi, peut très bien être républicaine à la condition que le monarque, pouvoir exécutif, applique les décisions du peuple souverain qui détient, lui, le pouvoir législatif et en use directement. La République détermine donc qui possède le pouvoir souverain, là où les régimes ne s'occupent que de déterminer les titulaires du pouvoir. Donc ça veut dire que les monarchies ne sont pas nécessairement des régimes illégitimes, ce qui explique qu'en Europe, en fait, une grande partie des pays, en fait, sont des monarchies. Voilà. Ça explique aussi peut-être que la Ve République soit, en fait, une monarchie élective aussi. La Première République est déclarée le 21 septembre 1792, après une période d'incertitude institutionnelle. Ce fait influence la conception que nous nous faisons de la notion de République. Premièrement, les notions de révolution et de république deviennent inséparables dans l'esprit français. Être républicain, c'est assumer une idéologie de rupture et de progrès. On n'est pas content, on n'est pas content. En fait, on est républicain, on est républicain. Deuxièmement, la République est une logique de renversement du pouvoir. Les Français ont fait non une révolution contre un occupant, mais contre eux-mêmes. C'est le peuple qui reprend le contrôle de ces institutions. Alors attention, il y a une arnaque qui arrive. Troisièmement, la République se veut un esprit de mise en ordre institutionnel, considérant que la structure étatique était jusque-là dysfonctionnelle. L'ancien régime était un régime de fait et non de droit, n'ayant aucune véritable structure ou cohérence. La République n'a donc de sens qu'en tant qu'elle est l'aboutissement d'une libération du peuple s'opposant à un pouvoir absolu et illégitime. Mais le rapport au peuple est toutefois très ambigu. La crise de régime produit une révolution populaire, mais très vite le peuple se donne des représentants et il n'est plus gouverné par la souveraineté populaire, mais par la souveraineté nationale, c'est-à-dire par des députés qui se chargent de son bien. Tu sens comme tu t'es fait avoir, là? Là, t'as Montesquieu derrière qui fait « Tiens, prends ça dans ta gueule, Rousseau, là, voilà, c'est moi qui ai gagné ». La Révolution reconnaît et réalise une souveraineté du peuple. Une souveraineté indirecte, c'est simple en fait. Tu votes et après tu la fermes. Voilà. Mais la question se pose de savoir ce que l'État doit faire de lui et pour lui. Quel est le rôle de l'État républicain? Historiquement, deux projets s'opposent. Premièrement, une vision progressiste de l'État telle qu'on la trouve dans la Constitution de l'an 1 qui prévoyait une république sociale. Et deuxièmement, une vision conservatrice et libérale telle qu'on la trouve dans la Constitution de l'an 3. En fait, le 19e siècle est traversé par une tension sociale autour du capitalisme et du travail et est contraint de s'interroger sur les relations entre la société civile et le pouvoir étatique. Les libéraux, héritiers de Locke, considèrent que l'État n'a pas à contraindre la société civile, il doit se contenter des pouvoirs régaliens mis au service de la protection des droits des individus. L'État ne s'occupe que d'une égalité de droit et non de fait, gérant une justice permettant un vivre ensemble où chacun vague à ses intérêts privés. C'est le fameux discours typique des États-Unis, c'est « t'es pauvre ». En fait, c'est ta faute. Voilà, c'est possible. C'est sûr, c'est plus simple comme ça. Ce modèle, fondateur d'une république américaine, n'est toutefois pas le modèle de la République française qui prend, elle, l'orientation d'une république sociale. Quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Pour Rousseau, un État laissant à des citoyens trop pauvres pour seule option de se rendre esclaves pour survivre n'est pas un État légitime. Alors on avait l'hôpital des 15-20 qui a été inventé par Saint-Louis. C'est-à-dire que c'est sur la cassette du roi que les plus pauvres allaient en fait être soignés. En fait, la solidarité de l'État, c'est une vieille tradition française, quoi, en fait. La République en France n'est donc pas libérale, mais un concept unifiant un certain contrat social entre la société et l'État, fondant un interventionnisme du pouvoir à travers des droits sociaux, des droits créances, une solidarité, cherchant la réalisation d'une égalité non pas seulement de droit, mais aussi de fait.
Ce qui se manifestera concrètement dans le pacte que représente le Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale, grâce auquel se refonde une république, mais une république qui immédiatement impose des réformes sociales, comme celle de la sécurité sociale ou encore du système des retraites. Papa, c'est quoi la retraite? Un truc que tu connaîtras jamais. Mais t'es dans une république libérale maintenant. Mais ça, c'est déjà énorme. La République de l'après-guerre s'est construite ainsi sur un modèle intermédiaire entre les républiques libérales capitalistes et les républiques socialistes soviétiques, se voulant une sorte d'équilibre. L'effet d'un tel modèle est bien évidemment l'aspect non libéral de l'État. Pour son intervention, l'État se dote de prérogatives sur les individus au nom du bien qu'il devrait réaliser. C'est ainsi que nous trouvons chez Rousseau cette phrase controversée « On le forcera d'être libre ». Mais tu vas m'obéir, sale gosse! Tu vas m'obéir pour devenir libre quand même, hein? C'est facile. L'État, inquiet de la société et de ses dérives, prend donc en charge une certaine formation du peuple et des citoyens au nom de leurs biens. C'est ainsi que l'État éduque légitimement à la citoyenneté, qu'il veille à l'existence de bonnes mœurs, qu'il censure des contenus contraires aux valeurs qui sont les siennes, ou encore qu'il se méfie du luxe, qui n'est pas seulement un état de richesse, mais un état d'esprit corrupteur. Ah ouais, j'arrête pas de le dire, les gens savent pas ce qu'ils font. Non, regarde pas ça, c'est pas bon pour toi. Ah, moi je sais, toi tu fais pas. La République française s'est donc constituée autour d'un programme de réduction des inégalités sociales en limitant les écarts sociaux possibles entre les différentes places sociales. L'avènement d'un modèle libéral a pour effet une explosion de ces mêmes écarts qui ne sont plus compensés que par des moyens dont les individus doivent se saisir par eux-mêmes. C'est ce que l'on nomme une égalité des chances. Moralité, on peut parler d'une américanisation de notre modèle politique et social qui questionne sur la pérennité de ce que l'on a nommé jusqu'ici une république française.